Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est avec une immense joie que je vous rejoins aujourd'hui pour assurer une activité de lecture destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. Au cours de cette séance, nous allons analyser un extrait du chapitre 30 du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. L'extrait en étude commence à partir de non, si bas que je sois tombé, jusqu'à qui gâte et flatterie tout. L'objectif de la séance est comme suit. Il s'agit d'étudier le blâme dans le roman à thèse. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais bien que vous répondiez à la question suivante. D'après les chapitres que vous avez étudiés jusqu'à maintenant, à qui le narrateur condamné adresse-t-il ses blâmes? À qui s'est-il attaqué? Je vous laisse réfléchir. En voici la réponse. Le narrateur condamné a adressé des blâmes aux représentants de la société. Il a accusé la société. Il l'a culpabilisé d'avoir joué un rôle dans la reproduction du crime. Il a même adressé un blâme à la curiosité de la foule, à son indifférence. Il a aussi adressé un blâme aux représentants de la justice, au système judiciaire, aux lois. La question qui se pose dans ce contexte, à travers le chapitre 30, à qui va-t-il adresser son blâme? À qui va-t-il s'attaquer? Voilà notre problématique. Situons d'abord le passage. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le narrateur condamné est transféré à la conciergerie où il a reçu la visite de l'aumônier qui est venu pour le réconforter. Quoique le prêtre soit un homme excellent et charitable et que le narrateur croit en Dieu, la rencontre tourne mal entendue. Ce qui est en noir, c'est ce qui s'est déroulé avant l'extrait que nous allons étudier. Le narrateur a reçu la visite de l'aumônier. C'est le prêtre attaché à la conciergerie. Au début, avant cet extrait, il lui a brossé le portrait. Il l'a décrit. Il a décrit son apparence. Et dans cet extrait, il va nous faire part du malentendu qu'il a eu avec ce dernier. D'ailleurs, avant cet extrait, le narrateur a chassé l'aumônier. Il lui a demandé de partir et de revenir plus tard. En ce qui concerne l'identification, il s'agit d'un texte argumentatif. Le temps dominant est le présent d'énonciation. La focalisation est bel et bien interne. Et comme vous le savez, tout est perçu par l'intermédiaire du narrateur condamné. D'ailleurs, le narrateur condamné émet un jugement, il prend position. Le registre dominant est bel et bien polémique. Nous allons relever la thèse du narrateur qui est en fait la thèse de Victor Hugo, l'antithèse, le point de vue de ses adversaires. Alors nous allons découvrir la cible et les adversaires du narrateur condamné. Analysons maintenant la situation d'énonciation. C'est le narrateur condamné à travers la première personne du singulier
qui s'adresse à lui-même. Alors, ce qui est apparent, c'est que le narrateur condamné s'adresse à lui-même. Mais derrière les lignes, c'est Victor Hugo qui s'adresse aux représentants de la religion, à l'opinion publique. Il cherche à agir, à faire agir l'opinion publique pour le rallier à sa thèse, qui est bel et bien l'abolition de la peine capitale. Le narrateur condamné est dans une cellule à la conciergerie. Il s'agit du jour de son exécution. C'était entre la matinée et le déjeuner. Il nous fait part de l'attitude de l'aumônier. En ce qui concerne les axes, ils sont comme suit. L'analyse et la lecture de l'extrait nous a aidé à relever les axes suivants. Il y a un contraste, il y a un paradoxe entre l'effet de la visite de l'aumônier sur le narrateur condamné. Comment était cette visite en réalité? Et comment elle doit être en principe? Il mène une réflexion par la suite sur le vrai rôle du prêtre. L'objectif de la visite du prêtre pendant les derniers moments d'un condamné à mort. Si nous voulons attribuer un titre à cet extrait, ce sera « La vie ne fait pas le moine » ou bien « Les apparences sont trompeuses ». Et puisqu'il s'agit du blâme, il paraît judicieux d'étudier les traces et les caractéristiques du registre satirique qui a été mis au service du blâme, bien sûr. Dans un premier temps, nous allons analyser le premier sous-axe. Et nous commençons d'abord par la visite désespérante du prêtre. Déjà, l'extrait s'ouvre sur le portrait du prêtre. C'était un prêtre blasé, insoucieux, un prêtre qui a perdu toutes ses capacités d'émotion et de compassion. Il se comporte en bureaucrate de l'échafaud. Au lieu d'apaiser le narrateur condamné, la visite du prêtre a suscité sa révolte. Il l'afflige plus qu'il ne le réconforte. La visite du prêtre a déçu le condamné à mort. Le discours du prêtre était creux et dénué de toute pitié ou affection. C'était un discours formel. Le narrateur aspire à une consolation provenant du cœur. Pourtant, le prêtre avait l'air de prononcer des paroles machinales et dictées par l'habitude. Je cite le texte. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié. On relit la page, et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui, et qu'il est un lieu commun pour eux. Il adopte le même discours face à tous les condamnés. Il ne l'adapte pas à chaque situation. D'ailleurs, il semble accomplir une mission de tous les jours. Il vit de cela. C'est son métier. Il est indemnisé pour emmener les gens à la mort. Il mène sa vie.
une visite en principe consolante. Alors là, il critique la religion. Il nous rappelle le vrai rôle de la religion. D'ailleurs, le narrateur condamné est un homme pieux. C'est un homme qui croit en Dieu. Ce n'est pas un impie comme le prêtre a cru. Il parle en connaissance de cause. D'après lui, les dernières heures qui précèdent l'exécution constituent un moment crucial dans la vie des condamnés à mort. La présence du prêtre s'avère nécessaire. D'après sa conception chrétienne, d'après l'homme pieux qu'il est, le prêtre doit jouer le rôle de la médiation entre Dieu et le serviteur. D'abord, il doit aider les condamnés à mort à se repentir et à se préparer pour rendre leurs âmes à Dieu. Il doit aider les condamnés à mort à se purger de leurs péchés, à d'implorer Dieu. Sur le plan spirituel, le prêtre est un guide et sur le plan humain, il apporte un certain confort moral. Il assiste les condamnés à mort tout au long de la procédure de l'exécution. Il les accompagne jusqu'à la place de grève. Cela commence à partir de la conciergerie, passant par le transfert à l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, c'est le prêtre qui a accompagné le narrateur condamné pendant son transfert à la conciergerie. C'était l'autre prêtre. Maintenant, c'est l'aumônier. Son rôle commence à partir de la conciergerie, passant par l'hôtel de ville, jusqu'à l'échafaud, jusqu'à l'exécution, jusqu'à la décapitation. Il doit accompagner les condamnés à mort. Il doit les consoler tout au long de leur parcours. Le champ lexical qui domine cette partie, c'est celui de la religion. Voici les termes appartenant à ce champ lexical. Nous avons serment, Dieu, crucifix, confesse, etc. D'après la confrontation des deux axes, nous constatons que le condamné à mort, ou bien le narrateur condamné, dévoile l'hypocrisie de l'institution religieuse. Celle-ci, au lieu d'apaiser et soulager, elle tue et inflige. D'ailleurs, entre les deux sous-axes, il y a une antithèse. Il y a un paradoxe entre le rôle réel de la visite du prêtre et de ce qu'il était dans le texte. En ce qui concerne les traces ou bien les caractéristiques du registre satirique, le registre satirique frappe aux yeux. Le narrateur dénonce l'indifférence du prêtre et désacralise l'Église. Et désacralise la religion chrétienne. Il porte un jugement péjoratif et dépréciatif vis-à-vis du prêtre. Il l'a désigné par des termes péjoratifs. Il a vieilli à mener les hommes mourir. Il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Vieux curé, etc. Nous avons aussi une série de figures de style qui ont été mises au service du registre satirique. L'hyperbole, 20 fois récité. Il s'agit du discours du prêtre. Il ne change pas son discours. L'effet de cette hyperbole, c'est mettre en relief l'attitude mécanique du prêtre. Il y a une gradation qui s'étale sur tout un paragraphe, à travers laquelle il implique ses adversaires. Il s'attaque directement à sa cible, qui n'est autre que la religion. Il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là, que vous soyez cahoté, que vous traversiez, que vous l'embrassiez. Alors voilà le vrai rôle de la religion. Alors à travers cette gradation,
Un narrateur met en exergue le rôle attribué aux représentants de la religion. C'est une polémique ici. Une autre gradation accompagnée d'une anaphore. Rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur. Pour mettre en relief l'indifférence du prêtre. Le discours du prêtre n'émane pas du cœur. Il récite ce qui est écrit sur son cahier, ni point, ni moins ni plus. Finalement, nous constatons que ce passage est un blâme adressé directement aux représentants de la religion. C'est un violent réquisitoire contre l'hypocrisie religieuse. C'est la cible de Victor Hugo à travers cet extrait. Victor Hugo dénonce l'indifférence de l'Église qui adopte la politique de l'oreille sourde et ne remue même pas le petit doigt pour mettre fin à la cruauté de la peine de mort. La séance est terminée. Merci pour votre attention.